Imaginez qu'on vous appelle pour construire une marque dont le chiffre d'affaires est d'environ 1 milliard d'euros. Oui, j'ai bien dit 1 milliard d'euros. Le hic, entre guillemets, c'est que vous ne connaissez absolument pas le secteur. Eh bien, pensez-vous que ne pas être spécialiste d'un secteur vous empêche de créer une marque leader ? Eh bien, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Et justement, David Bessis, directeur de la communication de Rubix France, va vous expliquer comment il a créé une marque leader dans l'industrie en B2B, et ce, sans être nécessairement, en tout cas à l'époque, un connaisseur du secteur. Cet épisode, qui achève la série Les Gones de la Com, en compagnie de mon acolyte Jean-François Granat, vous montre que, au final, la communication, évidemment, est un vrai métier, mais qu'on peut la pratiquer, non pas à peu près partout, mais que lorsque nous avons, nous les communicants, du talent et une très très belle équipe, nous pouvons faire des choses formidables, comme le fait depuis bientôt 6 ans David Bessis. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je tiens à le dire, David est un excellent DIRCOM, je dirais même un super DIRCOM, qui souffrirait presque de trop d'humilité. Je vous laisse écouter, et sincèrement, avant de vous quitter, un très très grand merci à Erwan Bago, le boss de Wait For It, qui nous a prêté ses magnifiques locaux pour enregistrer cet épisode à Lyon. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Jean-François. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Très bien et toi ? Écoute, ça va, lever 4h du matin, comme je le dis à chaque fois, je suis un petit peu HS, mais sincèrement, je suis très heureux, non seulement d'être à Lyon, la capitale des Gaunes, et puis faire les Gaunes de la Com. Je te remercie encore une fois pour cette invitation, mais en plus, enfin, j'ai le plaisir de voir de visu un invité de marque, un homme de l'industrie, B2B, un homme de communication interne, d'événementiel, bref, un vrai communicant, un vrai DIRCOM. Peux-tu nous présenter, en tout cas nous dire de qui il s'agit, s'il te plaît, Jean-François ? Écoute, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Bessis. David de son prénom ? Exactement, directeur communication de Rubix. Alors Rubix, je sais que tu ne connais que le Rubik's Cube, mais depuis, tu vas voir que Rubix, c'est autre chose et que c'est une belle entreprise lyonnaise aussi. Oh, ton bon cœur te perdra, je pense qu'on te l'a fait à peu près 1 milliard de fois, David, n'est-ce pas ? Salut Laurent, salut Jean-François. Donc oui, on me l'a déjà fait. J'ai l'habitude, donc ça me va. Et moi aussi, je suis très, très heureux de revoir Jean-François parce qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Et puis de te rencontrer enfin, de t'accueillir dans notre bonne vieille ville de Lyon. Qui est une ville absolument magnifique. Alors, David, est-ce que tu peux, s'il te plaît, présenter Rubix, que les gens ne confondent pas avec le Rubik's Cube une bonne fois pour toutes. Évidemment, on plaisante, mais explique-nous ce qu'est Rubix. On est dans l'industrie, on est dans le B2B. Ok, une fois que j'ai dit ça, dis-nous en plus, s'il te plaît. Rubix, c'est une entreprise dont le siège est basé à Lyon, 2600 collaborateurs, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Nous sommes un distributeur de solutions et de produits aux industriels. Concrètement, la version simple de ça, nous vendons à des usines tout ce qui leur permet d'assurer la production, sauf les machines. Donc pour donner quelques exemples, des outils, des équipements de protection individuelle, et puis après, ça peut être des roulements, des joints, des trucs assez techniques, dont je vais vous passer les détails, mais on les aide à être performants dans ce qui est leur cœur de métier. Donc un fabricant de soda qui fabrique des bouteilles ou qui les remplit, il se concentre sur ça, et nous, on lui fournit tout le reste pour qu'il puisse travailler tranquillement, sereinement. C'est combien de références chez Rubix ? Je crois que sur le site, on a 1 million de références, 15 000 fournisseurs, voilà, donc c'est de la distribution en B2B dans l'industrie, mais on essaye aussi d'apporter un peu plus de valeur ajoutée sur l'aspect service, conseil, solution, donc pas être simplement ce qu'on dit un box movers, donc un distributeur qui achète et qui revend, mais plutôt quelqu'un qui va venir comprendre les enjeux de ses clients et puis les accompagner au mieux avec soit des produits, soit des services, soit idéalement pour nous les deux. Et une présence terrain qui est hyper forte, très proche des clients, si j'ai compris. Très proche des clients, on a en gros 1500 commerciaux, donc soit sédentaires, soit sur les routes. On a alors officiellement un peu plus de 150 agences. En fait, finalement, dans ce métier-là, en tout cas chez nous, dans notre modèle à nous, il n'y a plus beaucoup de passages en agence, donc en fait, c'est plutôt des bureaux. Nos commerciaux, ils sont sur le terrain,
dans la bagnole ou alors ils sont dans les usines, chez les clients, là où ça se passe, donc avec le directeur d'atelier, avec le directeur QHSE, avec des acheteurs parfois, donc là c'est un peu moins dans l'usine, c'est plutôt dans les bureaux, mais ils sont sur le terrain quoi en fait, là où on fabrique. Vous avez des stocks locaux à proximité de vos clients ou c'est plutôt de l'envoi direct vers les clients en fonction de leurs commandes? On a 4 plateformes en France, on a quelques stocks sur des grosses agences, des gros pôles régionaux. Puis on a des stocks, là on rentre vraiment sur un truc un peu technique mais que je vais essayer de simplifier. En fait, chez nos clients, on installe ce qu'on appelle des vending machines, donc ni plus ni moins que des distributeurs automatiques on peut mettre un peu ce qu'on veut, mais de 2 pays par exemple. Donc pour ces clients-là, on a du stock qu'on appelle du stock consigné, qui est chez nous dans nos agences, ou alors chez le client, qui permet de gagner du temps pour les réassorts. Alors on est dans quelque chose d'extrêmement technique. Merci d'avoir présenté Rubix de manière aussi entre guillemets simple, et merci à toi. On n'est pas trop rentré dans le détail parce que j'ai pas envie que tout le monde s'endorme. Et surtout, je voudrais aujourd'hui que l'on torde très clairement Jean-François et David et Jean-François le coup à cette idée reçue que la communication B2B dans l'industrie, c'est un peu pénible. Moi, je considère que cette communication d'un industriel B2B, c'est un kiff absolu. Pour quelle raison ? Parce qu'en tant qu'agence, on a enfin de quoi être réellement créatif, alors que de prime abord, on se dit, bon là, ils vendent des EPI, alors des EPI, ce sont des équipements de protection individuelle, des vis, des trucs, bon, très, très techniques, des trucs d'usine, pardonne-moi de caricaturer la chose ainsi. Non, c'est ça. Mais ce que je trouve sensationnel, en tant que communicant, je pense que tu en es d'accord David, je pense que tu en es d'accord Jean-François, c'est que, étant donné que l'industrie de prime abord n'est pas nécessairement un secteur très très créatif, eh bien justement, on peut se le permettre pour sortir du lot. Est-ce que c'est le cas chez Rubix, même si 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2600 collaborateurs, c'est une magnifique réussite, mais est-ce que tu te dis, David, depuis que tu as pris la DIRCOM de cette très belle boîte, ben ouais, il va falloir qu'on sorte du lot, il va falloir qu'on soit pas juste un one-stop, il va falloir qu'on soit créatif et qu'on ait une vraie marque, une vraie communication de marque. Bah oui, en fait, moi je suis arrivé chez Rubix aussi pour ça. En fait, Rubix est né de l'acquisition de pas mal d'autres sociétés en France et de la fusion de 2 entreprises qui étaient concurrentes, que je vais citer du coup, qui s'appelaient Orexad et Brammer. Donc je suis arrivé pile à ce moment-là, contexte de transfo, donc beaucoup de com interne, et puis du coup une marque qui allait se créer. Et effectivement... alors peut-être c'est lié à mon entreprise, mais je crois que les concurrents sont un peu pareils. Et un peu de timidité à communiquer, comme si c'est pas si intéressant ce qu'on fait, ou on n'a pas besoin de ça, ou ça intéresse personne. Donc déjà, premier truc, c'est que du coup t'as le champ libre puisqu'il y a rien. Donc en fait tu peux t'amuser, tu peux te faire plaisir. Et puis effectivement, on est sur un truc un peu où les gens perçoivent pas tout de suite l'intérêt, donc c'est pas pour nuancer ce qu'on a pu faire chez nous, mais en fait finalement c'est assez facile d'être créatif puisque tu as le champ libre et que tout ce que tu vas proposer peut faire la différence, parce qu'en benchmarkant il y a finalement pas grand chose de fou quoi. On n'est pas dans le B2C, on n'est pas dans la haute technologie, par contre on est dans l'industrie, et l'industrie c'est important quand même. Ouais, Laurent, tu as dit qu'il n'y avait pas de créativité dans l'industrie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que... Non, en tout cas, c'est une idée reçue. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de créativité dans l'industrie que chez Monsieur Seguela, par exemple, ou dans la pub. Parce que de la créativité, tu en as tout le temps dans l'industrie. Tu as de la créativité au sein des bureaux de recherche, tu as de la créativité au sein des bureaux de développement, tu as de la créativité en logistique, par exemple. Je te rappelle, on a accueilli ici là, chez Erwan Bigot, qui est une prod vidéo avec laquelle moi j'ai fait de la vidéo, enfin une série de vidéos sur l'utilisation de drones pour faire des inventaires. Je peux dire que c'est de la pure créativité, où tu mélanges du drone, tu mélanges des robots, tout ça pour pouvoir faire des inventaires et avoir des choses qui permettent aux gens de rester chez eux le week-end plutôt que de venir bosser le week-end. Et cette créativité, elle est permanente dans l'industrie. Et elle se retrouve forcément dans toute la communication que tu peux mettre en place. Et tu as besoin de beaucoup communiquer dans l'industrie, contrairement à ce qu'on peut penser. Tu prêches un convaincu. Dans un secteur comme l'industrie, et tu diras pas le contraire, David, il faut inventer, se réinventer quasiment tous les jours. J'exagère à peine. Si la communication, même si tu dis tu es un peu trop humble quelque part, David, en disant
Oui, personne fait grand-chose de beau et de créatif, donc c'est pas difficile de sortir du lot. Non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un moment où il faut aussi avoir le courage, une valeur qui m'est très très chère, quand on est DIRCOM, d'avoir des campagnes de communication, quelles qu'elles soient digitales, qu'elles soient classiques, qui sortent du lot plutôt que montrer tous les produits en disant « Regardez, nos produits sont formidables ». Oui. En fait, oui, du coup, je vais reprendre un peu de crédit sur moi, parce que t'as dit que j'étais trop humble, mais effectivement, et c'est un des premiers trucs qu'on a fait, c'est travailler sur la marque. Comment tu te présentes? En fait, on avait ce problème-là, parce que souvent, nos commerciaux, nos équipes, alors, soit 10 personnes présentaient la boîte de 10 manières différentes, soit on faisait ça par analogie. Vous connaissez Decathlon? On est un peu le Decathlon de la fourniture industrielle, par exemple, parce que on est le mot de l'époque, c'était multispécialiste. Donc un multispécialiste, sur le papier, si t'es spécialiste de tout, tu peux être spécialiste de rien. Ou en tout cas, c'est dur de porter une valeur ajoutée. Donc on a travaillé d'abord là-dessus. Et donc oui, on a été déjà créatif parce qu'on a fait rentrer une agence de conseil en stratégie de marque. Donc déjà, quand tu es dans distributeur en fourniture industrielle et que tu fais ça, c'est déjà un peu une approche un peu osée. On a fait bosser nos collabs sur ça, sur ce serait quoi notre promesse, quoi, en fait, un peu la promesse de la marque. Donc au début, on est arrivé sur quelque chose qu'on utilise encore. Cadrer vos besoins, vous faciliter l'industrie. Donc on est là pour cadrer les besoins des clients, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément besoin que d'un produit, mais c'est ce que je vous expliquais au début, on est là pour leur faciliter l'industrie, pour qu'ils aient que leur travail à faire. Tout le reste, on s'en occupe en gros. Et puis finalement, on a été un peu plus loin, c'était pas très dur. Maintenant, on a une signature qui est dans nos coms, c'est facilitateur de l'industrie, tout simplement. Voilà, donc on est allé encore un peu plus loin. Je t'interromps, désolé. Vas-y. Tout simplement, mais c'est tout simplement, c'est le cas de le dire, la signature qui va parfaitement à ce que tu es. Donc c'est pas une histoire de tout simple, c'est que c'est le truc qui fit parfaitement. Donc c'est ça aussi la vérité dans la communication. Oui, ça a l'air simple parce que ça a demandé du travail. Voilà, effectivement. Je dis pas le contraire, mais encore une fois, je te trouve un peu trop humble. Si je puis me permettre. Non, mais dans le sens c'est simple. Enfin oui, t'as raison. Ça fonctionne bien, ça match bien parce qu'on a bossé le truc, nous, avec des agences, pour faire en sorte que oui, facilitateur à l'industrie, c'est vrai, tu viens de le dire, ça tombe bien. Bah ouais, ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on fait. Sauf qu'avant, on le disait pas comme ça. On le disait dans un truc qui était beaucoup moins sexy, beaucoup moins sympa, beaucoup moins fédérateur pour nos collaborateurs. Et puis du coup, beaucoup moins bankable, quoi. Tu dis à ton client, moi, je te livre ce que tu veux. Bon, voilà. Je te facilite l'industrie. Là, d'un coup, t'es sur une promesse de valeur qui est un peu plus sexy. Et donc, on est un peu plus content de l'incarner, quoi, forcément. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est la valeur ajoutée. En fait, on voit bien à travers ce simple mot la valeur ajoutée que vous apportez, et d'être au-delà du simple fournisseur de produits. Il y a une vraie valeur ajoutée et on l'aperçoit bien. Ça veut dire aussi que la partie com, elle est au service du business. Elle est au service, alors elle est double service de la transfo de la boîte que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que t'approches, là, ce fait d'être facilitateur de l'industrie, ça nécessite quand même un changement de posture. Tu viens pas juste vendre des produits sur un catalogue, tu viens apporter ton expertise et du conseil. Et ça, tes collaborateurs peuvent pas changer comme ça C'est aussi une promesse, donc il faut pas décevoir. Il faut aussi tenir la promesse qu'il y a à travers ce slogan. C'est vrai, donc tu as raison, faut pas décevoir. Et en même temps, c'est une promesse qu'on a installée, qui était aussi une promesse pour l'avenir. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de passer de pur vendeur à conseiller, on va dire, à porteur de solutions. C'est ce qu'on demande à nos commerciaux d'être. Et puis d'un point de vue externe, pareil, il faut pas décevoir, mais voilà, ça reste vachement plus intéressant pour nous d'être positionné comme ça que d'être positionné comme un pur distributeur, parce que si tu es un pur distributeur dans ce métier-là, rapidement tu es comparé à Amazon, et c'est quand même difficile de faire mieux qu'Amazon en termes de promesses logistiques pures. Et en interne, c'est peut-être aussi utile pour les gens qui bossent de se dire finalement des facilitateurs, donc on a une valeur ajoutée plutôt que d'être des pousseurs de carton. Exactement. C'est aussi ça, c'est ça, enfin c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a changé et qu'on va là-dessus. C'est que je dis pas que le métier de commercial est facile, loin de là, mais un mec qui rentre chez lui le soir en se disant, même si c'est un peu pompeux, mais je facilite l'industrie, et l'industrie c'est un très beau métier, c'est un très beau secteur. Il y a des mecs qui fabriquent plein de trucs avec beaucoup de créativité. C'est vachement plus engageant que de dire aujourd'hui j'ai vendu des gants de protection, même si c'est ultra important pour les usines.
Mais il y a de quoi être extrêmement fier quand on travaille pour cette belle maison, 2600 collaborateurs, à peu près 60% sur le terrain, tu disais 1500. Je suis d'accord avec toi, Jean-François, et avec toi, David, que quand tu dis facilitateur de l'industrie, c'est quand même autre chose que j'ai vendu des boulons ou j'ai vendu des EPI, enfin même si personne ne sait réellement ce que c'est que les EPI, mais tu disais des gants. Quand tu dis que tu as travaillé avec une agence, c'est toi qui as fait travailler l'agence quand tu es arrivé ? Oui. Donc c'est toi qui est vraiment, entre guillemets, à la naissance de la marque. En tout cas, de tout ce travail de plateforme de marque, en tout cas le travail sur la marque. Comment ça s'est passé exactement ? Tu as dit, tu en as parlé un tout petit peu, mais j'aimerais bien qu'on rentre dans le détail, parce que aujourd'hui, Rubix, c'est une marque. Tu as été embauché pour ça aussi. Comment ça s'est passé ? Il y a eu des focus group. Qu'est-ce qui en est sorti ? Combien de temps ça a mis ? C'est un travail de longue haleine ? Bon, je suis arrivé chez Rubix, il y a eu le Covid et tout, donc on a eu une petite période où on a fait autre chose que de... Enfin, voilà, on a géré ce qu'on a pu gérer, et puis moi, j'ai fait en sorte de m'adapter à l'entreprise et au contexte très vite. Et puis ensuite, quand je suis arrivé, on savait qu'on allait vers une fusion, vers la création d'une marque, donc il y avait ce truc-là qui allait arriver. Donc, une fois qu'on a passé le Covid, on a monté ce truc-là avec une agence avec laquelle j'avais déjà travaillé, même si on a fait un petit appel d'offres sur Lyon. Moi, je voulais travailler avec une agence lyonnaise parce que c'est plus simple. Et ensuite, globalement, la méthode était similaire partout, un focus group. Alors, il y avait eu des interviews avec des membres du COMEX aussi pour que eux pitchent la boîte, comment ils la voyaient aujourd'hui, comment ils la voyaient demain. Là aussi, on s'est rendu compte que c'était dur d'avoir un pitch homogène. Voilà. Et puis ensuite, focus group avec des collaborateurs. À l'époque Covid, hein, donc puis en plus on a des gens dans toute la France, donc on a fait ça beaucoup en visio avec des espèces de whiteboard digitaux là, pour que l'agence puisse comprendre notre réalité. Et c'était difficile pour nous de les envoyer chez tous les clients et tout ça. Donc le mieux c'était d'écouter nos gars. Vraiment, c'était ça durait 2 heures, beaucoup de blabla dans le sens c'est de la matière vivante quoi, qu'elles ont, enfin c'était que des nanas pour le coup, mais qu'elles ont ensuite synthétisé pour en faire cette première signature là sur le côté de cadrer vos besoins, faciliter l'industrie, qu'on a poussé un cran plus loin 1 ou 2 ans après. Et le nom Rubix, c'est toi qui l'as travaillé ou... Rubix, en fait Rubix c'est donc moi je suis Rubix France. On appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Rubix, qui est européen, donc dans 23 pays. Et en fait, la marque, le groupe avait déjà les 2 marques françaises que j'ai citées tout à l'heure. Et décision a été prise à un moment donné. Les activités ont été rapprochées, tout le monde était prêt. Donc à lancer cette marque en France, qui n'avait, je pense, pas plus de notoriété que ça à l'époque, ni en Europe ni en France. Et l'ensemble de ton scope aujourd'hui, c'est quoi ? Communication interne. Communication, je vais dire plutôt externe, corporate et institutionnelle. Et puis sur la partie com client, c'est beaucoup de collaboration avec le marketing, le digital, mais surtout le marketing, nos business units, parce qu'on est organisé là depuis peu en business unit, et avec le terrain, on appelle ça le réseau, mais donc les équipes commerciales pour là, comme commercial, c'est vraiment beaucoup équiper nos gars avec ce dont ils ont besoin pour vendre. C'est-à-dire un catalogue, peut-être ? Excuse-moi, Jean-François. Alors oui, mais du coup, sans rentrer trop dans le détail, mon équipe est impliquée sur ces catalogues, mais n'est pas honneur du sujet. En fait, on est là pour designer le catalogue, les grands messages de com. Et puis après, c'est un autre métier, la production d'un catalogue. Donc, c'est les gens qui sont spécialistes là-dedans qui font ça, avec des prix, des références, de la data produit que mon équipe je ne gère pas. Et puis après, justement pour aller plus dans ce côté facilitateur et apporteur de solutions, on développe d'autres outils pour que nos commerciaux ils soient plus seulement en train de vendre des catalogues, parce que quand tu vends un catalogue, tu vends des produits, mais pour vendre aussi des solutions, là, les vending machines dont j'ai parlé par exemple. Donc là, on est sur une autre façon de présenter le sujet. Est-ce qu'il y a un rôle aussi de relais de la communication de vos fournisseurs ? J'imagine que celui qui produit des gants, il a aussi une communication, il a des messages à faire passer, peut-être des caractéristiques techniques, des choses comme ça. Ça, c'est probablement les caractéristiques techniques, c'est peut-être inclus dans le catalogue, mais est-ce qu'il y a des éléments de relais de communication des fournisseurs ou pas trop ? Oui, il y en a. Là, on va être plus sur... c'est une partie qu'on va moins porter, nous, avec mon équipe, qui est portée plus par le marketing produit. Ça va être dur d'être spécifique, mais oui, les nouveaux gants. Alors là, on est beaucoup sur des sujets de
de RSE, donc des gants qui peuvent être en matière recyclée, des chaussures qui peuvent être en matière recyclée. Donc oui, le fournisseur sur certains produits, sur certaines gammes, sur certaines nouveautés va vouloir qu'on pousse, et c'est normal. Et on va le faire nous comme nos confrères distributeurs, parce que c'est comme ça qu'on renouvelle aussi les ventes. Nos utilisateurs, ils ont besoin de chaussures. Si les chaussures qu'on leur amène cette année ou l'année prochaine sont mieux, oui, il faut quand même des arguments. Tu parlais tout à l'heure des outils pour ta force de vente. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'outils digitaux, des choses nouvelles qui sont arrivées ces dernières années? Comment vous intégrez le digital aujourd'hui dans vos métiers? Pas trop, peut-être pas trop. C'est beaucoup d'appropriation de nos équipes et puis de nos clients. Tout à l'heure, j'ai donné un peu les profils des personas là, de nos clients. Entre le gars qui est acheteur à la Défense pour un grand compte national, donc lui, il est assez digital. Et puis le mec qui est responsable d'atelier ou de maintenance dans une usine à Dunkerque, ce mec-là, déjà, au milieu de l'usine, dans l'atelier, tu te pointes avec ton ordi ou ta tablette, c'est plus compliqué. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, on est comme tout le monde, quoi, en fait, dans un moment où il va falloir accompagner de plus en plus vers le digital, et où en même temps, tu peux pas dire à tes commerciaux ni à tes clients, écoutez, le papier, ça a vécu, c'est trop tard, tant pis, stop. Non, il faut quand même... c'est un peu trop radical, donc on sait qu'à terme, je sais pas, il y a probablement un moment où ça va s'arrêter, mais c'est des mecs dans l'industrie, c'est des mecs qui se serrent la main, qui enlèvent leurs gants là pour se serrer la main, ou parfois ils enlèvent même pas leurs gants, donc ils se tapent le coude là, donc ils ont besoin d'avoir du papier, et en même temps, le gars à qui on va vendre une solution de vending machine, lui, pour le coup, il n'a pas besoin d'un papier, ça va pas se faire sur un catalogue, ça va se faire autrement, avec des vidéos, avec des témoignages clients, avec une autre manière de montrer le bénéfice client. Quelles sont les actions que tu as mises en place justement en termes de communication? Sur LinkedIn, il y a quelques mois, tu avais beaucoup communiqué là-dessus, tu montrais des collaboratrices, des collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, David, de tout ce que tu as fait depuis bientôt 6 ans? En com interne, on a fait beaucoup déjà, parce que cette nouvelle signature, cette nouvelle promesse, il fallait que les gens y croient, il fallait que les gens adhèrent au truc. Donc on a fait beaucoup, ça marche pas forcément toujours avec des campagnes, ça marche aussi beaucoup par de la répétition, de l'ancrage. Il faut que ça commence dans le discours de nos patrons, puis que ça redescende, et puis en fait... quand je vois des fois des mecs de chez nous là qui postent des trucs sur LinkedIn, et puis qu'à la fin de leur post c'est écrit facilitateur de l'industrie ou content de faciliter le quotidien de nos clients, je me dis ok, donc eux ils l'ont, ça y est, ils l'ont. Ça prend du temps, mais en fait c'est comme tout dans la com, faut juste répéter. Ton équipe, elle est structurée comment, et combien il y a de personnes? Il y a 25 personnes chez Relux Telecom? I wish. Non, on est actuellement 6. Avant, j'avais 2 graphistes. Là, aujourd'hui, j'en ai plus qu'un seul. Donc, on bosse avec des prestats en freelance pour compléter. Et j'ai 4 personnes qui sont chefs de projet en communication. Ils sont pas 100% spécialisés, parce que j'y crois plus. Parce que je trouve que pour les gens, c'est monotone. Donc, il n'y a pas un mec qui fait de la com interne, une qui fait de la com externe, etc. Réseaux sociaux, etc. Voilà, parce que, alors, ils ont tous des appétences diverses, des compétences complémentaires et des endroits où ils sont meilleurs que certains copains. Mais en gros, sur un projet lambda, ça peut être n'importe lequel des 4 qui bossent dessus. Selon la charge de travail, selon l'expérience, selon si on a envie de sécuriser le truc avec quelqu'un qui maîtrise, ou alors on se dit qu'on a une petite marge de manœuvre pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça. L'objectif, parce que je l'ai vécu, c'est d'éviter qu'il s'ennuie à faire tout le temps la même chose, les mêmes tâches, et surtout, ça Laurent le sait, parce qu'on en a déjà parlé dans un précédent podcast, la com interne pure, à part sur des trucs très confidentiels, ça n'existe plus. La com externe, toute seule, sans com interne, en fait, c'est pas possible. Donc, en gros, la plupart des projets sont à 360. Donc, tant qu'à faire, autant que les gens le soient aussi. Je pense que, pour eux, c'est plus intéressant, et ils sont plus, même pour leur profil perso, je pense que c'est mieux, quoi. Ton équipe à quel âge? Mon équipe à quel âge? Si j'étais un peu bête, je te dirais mon équipe a le même âge que quand je suis arrivé, donc 5 ans et demi ou 6 ans. Mon équipe, la moyenne d'âge, ça doit être peut-être 30 ans, je pense. Donc c'est jeune. Petite question. Ils s'y connaissaient en industrie ou pas du tout? Alors déjà, moi, je m'y connaissais pas du tout. Hein.
Je suis arrivé juste avant, j'étais dans une boîte d'assurance, donc je m'y connaissais pas du tout. Et eux, y a une personne qui était déjà dans l'équipe quand je suis arrivé, donc elle s'y connaissait mieux que moi. Et sinon, dans mon équipe, j'avais quelqu'un qui bossait chez un gros industriel de la chimie, donc lui, il connaissait à minima ce secteur-là. Les autres, pas du tout. Et honnêtement, voilà, c'est quand tu bosses dans la com, tu connais pas toujours le secteur dans lequel tu viens, n'est-ce pas, Jean-François ? Oui, exactement. Voilà. Ouais. Mais justement, comment est-ce qu'on passe de l'assurance à l'industrie ? Comment est-ce que tu as réussi, j'allais dire, cet exploit de te faire recruter en changeant de secteur ? Parce que très sincèrement, Jean-François en parle suffisamment, et je suis tout à fait d'accord. Dans les pays anglo-saxons, la question ne se pose pas. Tu sais faire le métier de la com, tu fais de la com. Mais en France, tu sais, on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui vient du sérail. C'est très courageux, je trouve. Tu as travaillé chez Orange, tu as travaillé dans l'assurance, tu viens de nous le dire. Maintenant, dans l'industrie, je trouve que Rubix a été très courageux, comme je l'apprécie beaucoup, et ça ne m'étonne pas d'un acteur industriel, d'ailleurs. C'était courageux ou c'était inconscient ? Non, alors sincèrement, je pense pas que c'était inconscient. Si je resitue le truc, eux, ils étaient vraiment dans un carrefour, hein, c'est peut-être un peu exagéré, mais un moment important de l'histoire de la boîte. Il faut switcher. En interne, il faut switcher. Il y avait un fort enjeu de com interne, et moi, j'avais un background com interne dans des contextes de projets d'entreprise, de fusion. J'ai bossé chez Orange, donc j'ai bossé chez Orange dans des moments où c'était pas toujours très gai là-bas. Donc j'ai bossé chez Sony aussi où on accompagnait des plans sociaux et tout, donc j'avais ce côté-là d'accompagner la transfo. Et puis je pense ils avaient envie de faire basculer la fonction communication dans un autre prisme, un peu moins dans la prod et un peu plus dans dans la com interne comme corpo, dans un truc qui me correspondait, je pense, à mon profil. Donc est-ce qu'ils ont été courageux? Oui, parce qu'ils auraient pu essayer de faire un truc assez conventionnel. Ils ont pris un mec qui était assez jeune, qui avait pas occupé le poste, mais en soi je pense que je cochais assez de cases dans leur truc pour se dire on y va. C'est une forme de pari, mais c'était une forme de pari pour moi aussi, hein. Et justement, que te disent tes proches quand tu vas passer dans l'industrie? Alors, évidemment, il y a la création d'une marque, donc ça, c'est un pivot dans une carrière, j'ai envie de te dire. Mais qu'est-ce qu'ils disent tes proches? Qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans? Ou est-ce qu'ils te disent non, c'est vachement bien, c'est un très beau challenge? Si je complète ce que disait Laurent, c'est plus valorisant de dire je bosse chez Sony ou chez Groupama que chez Rubix, parce que personne ne connaît. Ou très peu de gens connaissent. Alors, ça, c'est une évidence. Quand je bossais chez Orange, c'était très simple. Quand j'ai commencé chez Orange, je pouvais montrer la télé et dire ouais, j'ai bossé sur ce truc. Chez Sony, les gens avaient les yeux Sony, et puis moi-même quand j'y suis allé. Donc ouais, c'est plus valorisant de bosser pour des grosses boîtes, des grosses marques, c'est plus facile à expliquer. Mais par contre, quand tu bosses dans la com, que t'es au moment où j'étais dans ma carrière et qu'en gros tu comprends que tu vas arriver, il y a une équipe, mais qu'il va falloir un peu challenger l'équipe et challenger un peu la façon de faire, et qu'en gros moi je l'avais pris comme ça, hein. La boîte est un carrefour, la com feuille blanche quasiment, donc en fait tu viens pour construire. Donc j'aurais préféré, je sais pas, mais ok, ce serait encore mieux de dire j'ai été recruté par TF1 pour construire la com de TF1, ok, mais construire la com d'une boîte d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même sympa, quoi. Je suis d'accord avec toi, on n'est pas dans la TPE de 6 personnes. Voilà. On est sur un groupe international, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2600 collaboratrices et collaborateurs en France. Donc, tu arrives honoré de ce que tu as déjà fait dans ces très belles marques, et bravo. Mais honnêtement, à ta place, j'aurais évidemment accepté, primo parce que j'adore l'industrie. Jean-François, tu ne me diras pas le contraire. Toi aussi, tu l'adores. Mais je trouve que c'est un super pari. Je trouve que ça, pour toi, David, je trouve que c'est 100 fois plus courageux que finalement accepter un poste chez TF1 où globalement, tu n'aurais jamais laissé ton empreinte. Oh peut-être que si, mais oui, en tout cas, là, moi, j'ai vu tout de suite. Ça aurait été plus compliqué, je pense. Je m'excuse, ça aurait été très compliqué. Voilà. Non, mais je l'ai vu. Il faut être humble et modeste. Et je l'ai vu aussi comme ça. Et notre patron dit tout le temps ça. Le but, c'est en gros, de rendre la boîte quand tu t'en vas mieux que quand tu l'as pris. Donc, dans ma fonction. En l'occurrence, j'espère que ça va pas s'arrêter demain, mais si ça s'arrête demain, je pourrais dire, j'ai pris la boîte
avec une façon de communiquer qui était complètement différente. On l'a amenée là où je pense qu'il faut qu'elle soit. Si je devais partir demain, je n'aurais pas vraiment beaucoup de regrets. Je serais plutôt content de la trace que j'ai laissée. Donc ouais, super cool. Et puis c'est sympa d'arriver, de pouvoir façonner un peu le truc comme toi tu le sens. Tu disais Rubik, ça fait partie d'un groupe. Justement, quelle marge de liberté tu as par rapport à ce que peut décider le groupe ou des choses qui peuvent venir du groupe? Comment ça se passe à la relation avec le groupe et comment vous adaptez peut-être des choses qui viennent du groupe pour la France? Enfin, voilà. Ça se passe plutôt bien. On est sur un marché et un marché qui est assez différent dans chaque pays. Nous, on est beaucoup plus... Nos expertises, par exemple en France, historiquement, étaient beaucoup plus complémentaires. Dans certains pays, comme au Royaume-Uni, c'était plus... alors ça a parlé qu'aux aficionados, mais ils étaient plus avec des compétences sur des métiers de la transmission. Donc, ils n'ont pas la vision du groupe et c'est très difficile d'avoir un framework, je suis désolé, qui fonctionne pour tous les pays. Donc de toute façon, il y a un ajustement qui est nécessaire. Et après, la direction communication groupe, elle, sa vocation, c'est vraiment plutôt de renforcer l'image de la marque Rubix au niveau européen, parce que notre groupe appartient à un fonds d'investissement américain. Donc l'objectif, c'est de valoriser la marque. Donc les projets communication du groupe, ils sont davantage tournés autour de ça. Comment est-ce qu'on renforce la marque globalement? Justement, c'est quoi les challenges en matière de communication pour Rubix? On est dans un contexte qui est pas simple, la boîte doit se développer. C'est quoi, entre guillemets, ce fameux challenge que tu as en tant que DIRCOM de la maison? Il y en a deux. C'est comment aller chercher des parts de marché, de la croissance dans un marché qui est morne et puis qui est concurrentiel quand même. Nos confrères, ils sont là aussi pour faire la même chose. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à la direction de la communication, pour aider nos vendeurs à être plus performants au quotidien et dans leur pitch et dans leur discours, et comment à la limite comment on leur donne confiance aussi dans le fait que vendre leur boîte, c'est vendre une promesse qu'on est capable d'assumer derrière. Et le deuxième, il est, je suis peut-être aussi un peu contextuel, mais partagé avec d'autres. Comment est-ce qu'on continue d'attirer des gens chez Rubix? Dans un métier qu'on essaye là, de définir comme un peu plus noble que juste être un trader, quoi, on va dire. Ça, c'est un beau challenge parce que finalement, l'industrie, les gens commencent à connaître l'industrie, mais nous, ce qu'on fait au service de l'industrie, c'est peut-être pas encore assez connu. Moi, j'avais une question par rapport à ton premier challenge là, qui est d'accompagner la croissance. Parce que dans beaucoup d'entreprises, on voit finalement, quand ça marche, c'est grâce aux commerciaux. Et si ça ne marche pas, c'est la faute de la com. Est-ce que ce n'est pas un petit risque? Est-ce que ça, tu l'as déjà vu et tu l'as déjà senti? Et est-ce que tu penses que ça pourrait aussi se passer chez Rubix? Si on me dit ça, je répondrais que c'est la faute de la com et du marketing. Ça serait 50% de ma faute. Alors là, en général, le truc, c'est plutôt quand ça marche pas bien, on te dit que tu es un centre de coûts. Et puis quand ça marche mieux, on te dit que tu es un bon investissement. Donc ouais, c'est un gros challenge même dans un contexte difficile, d'arriver à ne pas trop réduire les investissements, parce qu'il y a bien un jour, j'espère, où le marché va repartir. Et si toi, tu as réduit beaucoup trop tes investissements en communication et que tes concurrents l'ont pas fait, tu vas prendre du retard, et le retard que tu auras pris, et il va falloir réinvestir très fortement pour le rattraper. Donc vaut mieux être sur un truc modeste mais constant que trop baisser. Enfin voilà, après c'est l'éternel dialogue entre la com, la finance, voilà. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ta direction générale et ta direction financière entendent ce que tu dis, parce que oui, réamorcer la pompe en communication après l'avoir coupée pour des raisons économiques et de marché, ça coûte extrêmement cher. J'en viens à ton deuxième challenge, justement. Tu parlais d'attirer des talents chez Rubix. Est-ce que tu as la communication employeur parmi ton spectre? Parce que tu adores la communication interne, on en a parlé déjà dans le décodeur de la communication. Tu as ça aussi que tu vas superviser? Parce que je considère aussi, et tu ne me diras pas l'inverse, Jean-François, que la notoriété employeur, l'image employeur fait tout autant partie de l'image de marque tout court d'une entreprise. Donc oui, la réponse oui. Moi je considère que mes cibles, donc il y a les collaborateurs,
le marché. Donc le marché, c'est nos clients, nos fournisseurs. Et puis il y a les candidats ou futurs candidats. Donc évidemment que ça fait partie de mon périmètre, pas tout seul, parce que c'est aussi avec la direction des ressources humaines, évidemment. C'est un sacré challenge parce que malgré tout ce que j'ai pu dire de bien sur Rubix et qui est vrai, hein, bah, qu'est-ce qui fait que le gars va choisir de venir chez nous plutôt que chez le concurrent? Qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à recruter le mec qui va faire la différence chez nous? Ça va pas jouer à grand chose non plus. Donc ce petit rien là, c'est aussi à nous de faire en sorte qu'il bascule du bon côté. Est-ce qu'il y a aussi une communication avec les fournisseurs? Parce que vous êtes un distributeur, et donc il y a certains fournisseurs qui sont probablement peut-être stratégiques, partenaires. Est-ce qu'il y a aussi des choses que vous mettez en place vis-à-vis de ces fournisseurs? L'objectif pour un distributeur comme nous, c'est de bosser avec les meilleurs fournisseurs. Il y en a assez peu qui vont dire « Ok, on bosse que avec vous », parce que c'est risqué pour eux. Mais par contre, on peut avoir des conditions plus favorables avec eux ou une relation de proximité plus forte. Donc cette relation avec les fournisseurs est très importante. Et quand on a bossé sur l'image de marque là, de Rubix, on avait aussi interrogé des fournisseurs pour savoir comment eux, ils nous percevaient. Et je me rappelle d'un truc, c'est que certains disaient on comprend pas bien ce que vous faites, on vous connaît pas bien, parce que comme on a racheté plein de boîtes, en fait, c'est un peu flou. Donc, on a aussi, quand on a changé de marque, essayé de renforcer ce côté communication auprès de nos fournisseurs. Donc, on fait, somme toute assez classique, mais on leur envoie des newsletters qui sont dédiés juste à eux. Rubix qui se partage son histoire, sa vie du moment à ses fournisseurs. Je sais que c'est très apprécié parce qu'ils ont l'impression d'avoir une petite faveur qu'on leur fait. On fait des lives 1 ou 2 fois par an avec nos patrons et nos top fournisseurs pour leur raconter l'actualité, pour leur expliquer où on en est, pour leur expliquer qu'on a besoin d'eux. Et oui, c'est un public et une cible qu'on a besoin d'adresser spécifiquement parce qu'en fait, j'ai beau dire Rubix, on est les meilleurs du monde, on a quand même besoin de nos fournisseurs. Donc autant qu'ils nous comprennent bien, qu'ils nous aiment. Merci de le rappeler parce que c'est souvent une partie de la communication qu'on oublie. On pense souvent à la communication client, à la communication interne, mais les fournisseurs sont aussi parfois stratégiques et essentiels, souvent stratégiques et essentiels dans une entreprise, et la communication vers les fournisseurs est aussi très importante. D'autant plus quand on est dans du retail, je pense. Bien sûr. Quel conseil tu donnes, David, à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans nos magnifiques métiers de la communication? Soyez curieux, soyez... je sais plus la phrase de Steve Jobs, là, stay hungry, stay foolish, quoi. Il faut avoir faim quand même, parce que c'est un job... c'est un job qui est pas simple, hein. On le décrit, on en parle parce que c'est notre boulot, donc ça donne l'impression que c'est simple. C'est pas simple, c'est génial, mais c'est pas simple, parce que dans ma boîte, par exemple, mon nombre d'interlocuteurs est très très élevé et très différent. C'est-à-dire que je peux parler avec n'importe qui de n'importe quel service. Donc il faut quand même switcher assez rapidement, c'est exigeant. Et en même temps, je vais répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure, à laquelle j'ai pas vraiment répondu. Je suis arrivé dans la boîte, je connaissais rien à l'industrie. Je suis pas devenu le king de l'industrie, mais en fait, quand tu bosses dans la com et que tu t'intéresses aux gens et que tu écoutes ce que les gens te racontent, tes collègues, dans un premier temps, bah, tu peux apprendre vachement de trucs. Tu peux apprendre ce que c'est qu'une centrale hydraulique. Donc j'aurais du mal à vous l'expliquer, mais j'ai compris ce que c'était, parce que j'en ai vu une la semaine dernière sous mes yeux. Tu comprends à quoi ça sert, comment ça se fabrique. Et les gars, ils sont ravis de te parler de ça. Donc, c'est un métier qui est, si t'aimes les gens, si t'aimes comprendre les choses, c'est un super métier. Voilà. Donc c'est pas un conseil, c'est plus un plaidoyer. Mais moi, c'est pour ça que j'aime mon boulot, c'est parce que tu rencontres plein de gens, ils t'expliquent plein de trucs. Et du coup, tu te couches tous les soirs un peu moins bête, et ça, c'est quand même pas mal, non? Ton équipe, est-ce qu'elle existait quand tu es arrivé, ou est-ce que tu l'as constituée toi-même, et est-ce que tu as recruté des gens? J'avais une personne qui était déjà là. Les autres sont partis, donc j'espère pas trop de ma faute. Mais donc, du coup, j'ai eu la chance et la mission, quand même, pas simple au début, de recruter, de constituer l'équipe. Et justement, pourquoi pas simple? Parce qu'au début, tu vois le truc comme les gens partent, donc déjà ça t'inquiète, ça te rajoute un peu du travail parce qu'il faut recruter, il faut prendre le temps de rencontrer les gens, parce que quand tu recrutes quelqu'un, tu te dis est-ce que je vais me planter ou pas? C'est toujours une forme d'incertitude.
Et puis après, seulement quelques mois ou longs mois après, tu peux savoir si c'était un bon match ou pas. Donc ouais, Et est-ce que c'était facile de trouver les bons profils? Bah, je sais pas s'ils arriveront jusqu'ici dans le podcast, mais c'était facile parce que c'était eux. Voilà, et que c'était les bonnes personnes. Bah, on peut les nommer, s'il te plaît. Oui, bah donc Titien, Séverine, Michel, Quentin et Mathilda, qui est notre petite alternante qui vient d'arriver. Voilà, c'était, oui, pour eux tous, c'était assez facile. Bon, Séverine était déjà là, mais c'était assez facile de bosser avec elle. Et pour les autres, c'était assez facile parce qu'il y a eu un bon matching à l'entretien. Et voilà, ils sont encore là, donc ils ont prouvé que... Et on s'est prouvé ensemble qu'ensemble, on arrivait à faire des super trucs. Tu avais déjà managé auparavant? Pas comme ça, non. Pas aussi... Pas dans ce rôle-là, parce que il y a manager des gens, des projets, et puis il y a être celui qui gère le mec qui veut partir, le mec qui est pas assez bien payé, le mec qui a un problème de famille, le mec qui est en retard sur un de ses projets. Donc, où là, c'est le côté... c'est côté un peu comme si c'était tes gosses, mais en moins sympa, quoi. Enfin, avec moins d'affect. Moins d'affect, il y en a quand même toujours un peu, mais donc non, pas comme ça. Tu parlais tout à l'heure de la polyvalence de tes équipes. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu dois être polyvalent entre la stratégie, l'opérationnel, être au four et au moulin, gérer 25 trucs à la fois, être dans la réflexion, et puis quand il y a un événement, il faut mettre la main à la pâte? J'ai écrit ça hier dans un PowerPoint, parce que ça reste une de mes passions de faire des PowerPoints. Ça me détend, moi. Helicopter view, street level. Donc tu vois les choses de très haut, et en même temps, t'es dans la rue, quoi. Street level, en plus ça fait un peu bad boy et tout, donc j'aime bien. C'est ça c'est ça mon job aujourd'hui. Et ouais, dans un immense groupe comme TF1, peut-être que c'est moins ça, et j'ai rien contre TF1, hein. Enfin, en tout cas, ni le groupe ni la marque. Et oui, quand il y a des cartons à porter, voilà, à un moment donné, je vais aller porter les cartons. Quand il y a un événement qu'il faut distribuer les badges à l'entrée, je vais distribuer les badges à l'entrée. Bah oui, c'est justement, on n'arrêtait pas d'en parler avec Laurent, même tout à l'heure, là, quand on préparait, en disant, c'est une des caractéristiques de ces métiers, c'est que il faut être au four et au moulin, il faut accepter de bouger des chaises, porter des cartons, comme tu le disais, et puis en même temps, faire de la stratégie. Et c'est aussi, je pense, une caractéristique du métier, et dire aux jeunes que voilà, c'est pas parce qu'on est directeur marketing que quand il y a un événement, on va pas porter des cartons ou bouger des chaises pour être sûr que tout le monde soit assis correctement. Exactement. David, on arrive à la fin de notre entretien et j'ai désormais une petite question fort sympathique. La question de Marc. Alors pas Marc M-A-R-Q-E, mais Marc comme Marc Thébault, un ami qui est passé dans le décodeur de la communication. Alors évidemment, je ne te l'ai pas envoyé, j'en suis sincèrement désolé. Et tu vas voir, la question est absolument magnifique. Jean-François, tu peux y répondre, évidemment, si tu en as envie. Quand je vois ta tête, Jean-François, j'ai bien compris, tu ne le feras pas. David, je te pose cette question. Tu verras, elle est extrêmement longue et très complexe. David... Si on part du principe que le métier de communicant est de tout entreprendre pour faire aimer sa marque, son entreprise, son employeur, peut-on aller jusqu'à penser que tout cela, en définitive, ce n'est que de l'amour par procuration? Sommes-nous tous des Cyrano de Bergerac, amenant depuis l'ombre les mots à Christian, mais espérant qu'un jour Roxane nous aime, nous? En somme, un bon communicant est-il un communicant névrosé, se contentant de l'amour par truchement? Tu n'as pas 2 heures. Waouh. Alors, je crois l'avoir vu passer cette question sur les réseaux sociaux. J'avais évidemment pas du tout pensé que tu allais me la poser. T'as dit plein de fois que j'étais hyper modeste et hyper humble, donc là ça m'arrange de dire que moi j'ai pas de souci avec le fait d'être man in the shadow, mais si t'arrives à faire en sorte que les gens aiment ta communication, oui, tu te dis que finalement c'est peut-être un peu toi que les gens aiment. Ouais, et bon, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui bossent dans la com, dans les métiers de la com, qui ont pas un peu d'ego quand même et qui ont pas envie d'être aimés. Enfin, franchement, pas tant que ça, j'imagine. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Ouais, moi je rejoins. Quand tu dis que la com c'est de l'amour, ouais, je crois c'est ça. Je crois qu'il faut aimer les gens, parce que quand on fait de la com interne ou de la com externe, il faut aimer les gens, il faut aimer vouloir donner et transmettre une information aux gens. Et quand tu transmets de l'information, tu transmets un petit bout d'amour. Et tu fais en sorte que les gens aussi en retour, ils aiment ta marque. C'est comme l'amour dans la vraie vie. Pour recevoir, il faut donner un peu. Et donc je pense que c'est vraiment de l'amour. Après,
c'est vrai que je pense qu'on est un peu des fois des hommes de l'ombre, où on met en avant une marque ou un dirigeant ou une équipe, mais pas névrosé pour autant. Moi, je suis content quand je vois une chose ou une action de com qui se passe bien et que les gens se rendent compte, les gens m'en parlent, je suis content, et c'est pas moi que je mets en avant, c'est la marque, c'est le travail de l'équipe qui est mis en avant, et ça me crée pas de névrose pour autant. Tu me permets un complément là qui me vient. On a organisé chez Rubix il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, un très gros, enfin le plus gros événement de l'histoire de la boîte. Et je me rappelle d'un gars du Comex qui m'avait dit après l'événement, mais t'as pas cette petite frustration de te dire que toi tu montes pas sur scène? Bah non, en fait je lui ai répondu non, parce qu'en fait bon, déjà l'événement, le challenge est tellement énorme d'organiser le truc que en fait la satisfaction de l'avoir fait me suffit, que je cumuler les deux ça me paraît très compliqué. Et qu'en soi, mon rôle, ça je l'accepte, hein, mon rôle, c'est d'être le gars qui fait briller les autres. Et ça me va très bien. Après, ce qui est important, c'est la reconnaissance de ça, quoi. C'est que tu peux être l'homme dans l'ombre, mais qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait un merci qui arrive, parce que sinon, au bout d'un moment, ça devient hyper frustrant. Et comme le disait David, quand tu organises un événement où tout se passe bien, voilà, tout s'est bien passé. Quand ça se passe mal, le mec de la com, il dégage. Ou alors, il s'en prend plein la tête. Donc, moi, je suis resté, donc quand ça se passe bien, un petit merci, bravo les gars, bravo à l'équipe. Franchement, c'est pas grand-chose et ça fait vraiment plaisir. Messieurs, on va se quitter là-dessus, sur cet amour, sur ce merci qui est absolument fondamental, la reconnaissance. Et ça, c'est pas que dans les métiers de la communication, hein, encore une fois. All is love. All you need is love, comme le disaient les Beatles, un groupe qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait, hélas. Hein. Enfin, je ne crois pas. Mais encore une fois, merci à toi David. Ça m'a fait très plaisir de te voir enfin en vrai. Il était temps. Merci à toi Jean-François d'avoir partagé. Merci Laurent, merci David. Encore une fois le micro pour ce décodeur, la série décodeur de la communication avec les gones de la com. Toutes mes félicitations. Et puis, chers auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez une épée comme monsieur David Bessis, un homme qui a créé une marque industrielle, on va le dire très clairement, David. Toi, tu vas dire évidemment, oh arrête, mais non, c'est la vérité. Eh bien, quand on entend un homme qui vous a expliqué comment il avait monté la marque Rubix, eh bien, un mec comme ça, on lui met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, on s'abonne évidemment au décodeur de la communication, le seul et unique podcast qui mérite qu'on s'abonne à lui tellement il est bon. Merci à toi Jean-François. Merci Laurent. Et surtout, merci à toi David. Merci David. Merci à vous deux, merci Laurent, merci Jean-François. Ciao, ciao.